une petite, mes étudiants de deuxième année, licence maths éco, rebonjour. Nous allons toujours continuer avec les séances de travaux dirigés de macroéconomie. Je vais essayer donc de terminer le premier exercice et donc traiter la partie restante concerne l'équilibre global, ou l'équilibre de l'économie. Donc, première question, la première partie, représenter l'équilibre global de l'économie dans le modèle ISLM. Donc, je rappelle, donc IS, c'est l'équilibre sur le marché des biens et services, l'ensemble de couples I, Y, tel que le marché de biens et services est équilibré. LM, c'est l'équilibre sur le marché monétaire, c'est l'ensemble de couples ou de points de coordonnées I, Y pour lesquels le marché monétaire est équilibré. Et là, on cherche l'équilibre global de l'économie. L'équilibre global, ça veut dire l'équilibre sur les deux marchés. Et donc, l'équilibre, ça va être l'intersection des deux équilibres. Donc l'équilibre global, c'est l'intersection de IS et LM, l'intersection de l'équilibre sur le marché des biens et services et avec l'équilibre sur le marché monétaire. Donc, l'équilibre global, donc je rappelle, donc IS, la fonction IS, la droite IS, c'est donc Y est égal à 3550 moins 25 000 I. LM, on avait deux segments ou deux parties. Y est égal à 800 plus 20 000 I si le taux est supérieur ou égal à 3% et est égal à 800 si le taux est inférieur strictement à 3%. Donc la première partie, donc IS et LM, où on a dit c'est IS. Cette partie, ce que je vous ai dit dans un exercice précédent, où la partie le petit segment perpendiculaire à l'axe des abscisses, il va disparaître quand on va parler de l'équilibre global. Je vous ai dit ça par rapport au raisonnement que je viens de vous mettre. Si on prend donc les deux cas, donc la première c'est quand I est supérieur à 3%, et la deuxième, donc ça c'est toujours vrai quel que soit le taux d'intérêt, mais Y est égal à 800 quand I est inférieur à 3%. Donc si on traite cette partie inférieure, donc Y est égal à 800, quel que soit le taux inférieur à 3%, donc l'équilibre sur le marché monétaire, et donc l'équilibre sur le marché des biens et services, ça va être, on remplace par Y ici 800, on remplace par 800. Si on remplace par 800, on retrouve un taux d'équilibre de 11%, ce qui est absurde et contradictoire, parce que ici on est dans la condition où I est inférieur à 3%, donc I ne peut pas être supérieur à 3%. Donc on dit que I est inférieur à 1%, il se retrouve avec un taux d'intérêt supérieur à 11%. Du coup, donc on va travailler qu'avec les deux premières équations, ou le premier système. IS est égal à Y est égal à 3550 moins 25 000 I, et pour LM, Y est égal à 800 plus 20 000 I. Donc, l'équilibre global, c'est que IS égale LM. Je vous dis, l'équilibre, c'est l'intersection des deux, de la droite IS et de la droite LM. Donc, l'intersection des deux, donc ça veut dire que IS est égal à LM, donc 3550 moins 25 000 I est égal à 800 plus 20 000 I. Donc, on a une équation qui est avec des I, donc on peut calculer I d'équilibre. Donc, on se retrouve avec donc, 3550 moins 800, ça fait 2750, divisé par 25 000 I plus 20 000 I, 45 000 I, donc divisé par 85 000, ça fait un taux de 6,11%. Donc, une fois que j'ai trouvé I, donc je peux déduire Y, soit en remplaçant I par 6,11% dans la première équation de la deuxième équation, ça va la remplacer ici ou ici, c'est la même chose, vous allez trouver un revenu d'équilibre de 2022, c'est-à-dire l'équilibre global ou le couple I-Y pour lesquels ou qui vérifie un équilibre sur les deux marchés et le couple pour lequel I est égal à 6,11% et Y est égal à 2022.
unité, donc si c'est en millions d'euros, c'est en milliers d'euros, ainsi de suite. Donc, on retrouve les points d'équilibre I étoile, I, Y étoile pour lesquels donc, le marché global est équilibré. Politique budgétaire et politique monétaire. Donc ici, donc, on va voir donc, l'effet d'une politique budgétaire et d'une politique monétaire. Donc là, si je relis juste les questions pour donc donner les combinaisons, ça je le traiterai après quand je vous ferai la représentation graphique. Donc représenter l'équilibre et donc le gouvernement souhaite et donc il nous demande d'interpréter, de représenter pareil graphiquement. Avant de faire une analyse graphique, donc on va tout calculer et après on fera une analyse graphique pour chaque cas. Donc, politique budgétaire, c'est-à-dire l'État augmente G0 et il augmente de combien? De 100. Donc G était 50 et il augmente de 100, donc ça devient 150. Donc les nouvelles dépenses de l'État est égale à 150. Et il nous dit que cette augmentation l'augmentation des dépenses est financée par les impôts, c'est-à-dire les impôts ils vont augmenter aussi. Et donc, s'ils vont augmenter de combien? Si l'augmentation des dépenses est financée par l'impôt, c'est-à-dire que les impôts aussi vont augmenter de 100. Donc, le montant ancien des impôts est égal à 50, plus 100, donc 150. Donc, la variation des dépenses est égale à la variation des impôts, parce qu'il nous dit que l'augmentation des dépenses est financée par une augmentation des impôts. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Donc, j'ai été, si vous vous rappelez, donc, ils vont changer l'équation de la droite IS. La droite IS, la partie constante, on retrouve C0, G0, I0 et T. Donc, on trouve ces 4 variables. Donc, forcément, si on change G et T, donc on va changer la constante. Et dans la partie variable, vous vous rappelez, c'est petit g, on n'a pas modifié petit g, et il y a petit c aussi, on n'a pas modifié petit c. Donc, la pente de la droite IS, elle ne change pas, mais par contre, la constante, il change. La constante, vu qu'on met y dans l'axe des abscisses, ça veut dire l'origine en abscisse, pardon, c'est ça, l'origine en abscisse va changer, mais la pente ne va pas changer. Donc, on se retrouve avec une équation. Donc, vous pouvez reprendre l'équation et remplacer avec G est égal à 150 et T est égal à 100. Vous recalculez l'équation qu'on a fait dans la première question ou la deuxième question de l'exercice 1. Donc, Y, nouvelle équation, 3650 moins 25 000. Donc, je compare les deux. Donc, le coefficient directeur n'a pas changé. Par contre, l'origine ou l'abscisse à l'origine, il a changé, il passe de 3550 à 3650. Donc on va avoir un déplacement à droite. Et ce déplacement, il est comment? Parallèle, parce que la pente n'a pas changé. Donc IS va se déplacer vers la droite. Un déplacement parallèle de IS vers la droite. Donc ça, graphique, l'effet graphique. On prend le B, donc, où maintenant il nous dit que cette augmentation des dépenses est financée par création monétaire. C'est-à-dire, on va augmenter l'offre de monnaie, on va faire la planche à billets, et donc on va financer cette opération par une création monétaire, une augmentation de l'offre de monnaie. Donc, M, l'ancienne c'était 1200, pardon, c'est pas 1220, 1200. Donc, c'est égal à 1200. Non pas 1220. 1200 plus 100, ça fait 1300. Donc, la masse monétaire ou l'offre de monnaie est égale à 1300. Donc, forcément, LM va changer. Et pareil, 1300, on l'avait déjà traité dans une question précédente. Et on avait déjà calculé LM. Donc, vous revenez juste sur la partie 2. Et donc, Y était égal à 1000 plus 20 000 I. Donc, et on a vu que c'était un déplacement parallèle de la droite parce que 20 000 I, la pente est toujours la même. Par contre, on passe de 800 à 1000, donc c'est-à-dire l'abscisse à l'origine, il a augmenté, donc c'est un déplacement vers la droite parallèle. Donc elle aussi se déplace vers la droite et d'une manière parallèle.
Donc ça, c'est LM. Sauf ici, on aura autre chose. Donc ici, IS, il s'est déplacé parce qu'on a changé G et T. On a changé les dépenses et les impôts. LM n'a pas changé parce que G et T ne rentrent pas dans la droite de LM. D'accord? Que ce soit ici ou ici, il n'y a pas LM. Ici, c'est TY plus L0, et ici, I. Donc, il n'y a pas de dépenses publiques ni les impôts sur le marché monétaire. Alors qu'ici, on nous dit que maintenant, ici, on varie les dépenses publiques, mais on ne varie pas les impôts. Donc, on va recalculer l'effet sur IS. Puisque ce n'est pas la même chose. Ici, les deux varient. Ici, c'est que les dépenses qui varient. Donc, on recalcule IS. Donc, on remplace G par 150. Par contre, T, il ne change pas. T0 est égal à T, est égal à 50. Il reste égal à 50. Donc, on calcule. Donc, ça veut dire que les dépenses publiques ont augmenté de 150, mais la variation de T n'a pas augmenté. Pas d'impôt en plus. Du coup, on se retrouve avec une droite de la droite IS qui est égale à 4050 moins 25 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un déplacement vers la droite, comme tout à l'heure, mais c'est un déplacement aussi parallèle, parce que la pente n'a pas changé, 25 000. Par contre, le déplacement il est beaucoup plus important. Dans le premier cas ici, on se déplace de 3550 à 3650. Alors que ici, IS il se déplace, mais il se déplace de 3550 à 4050. Le déplacement il est beaucoup plus important. Quand je vais analyser les graphiques, je vais vous dire pourquoi ici, IS il se déplace, mais beaucoup plus important qu'ici. Mais juste pour ouvrir la parenthèse, si vous vous rappelez de IS, dans la constante, on a dit il y a C0, il y a I0, il y a G0, il y a T0. Sauf que T0, il n'est pas tout seul, il est collé au petit c, et devant T, il y a un signe moins petit c fois T. Donc ça veut dire G, il fait augmenter la constante. Par contre, T, il fait baisser la constante. Et le fait que G est financé par T, donc il y a un effet positif de G, mais qu'il est freiné aussi par un effet négatif de T, vu que c'est financé par T, et donc et ce T, devant T, il y a petit c, donc qui était égal à 0,8. D'accord? Donc, forcément, la variation de G va l'emporter sur T, parce que la variation de G elle est plus importante que petit c fois T, donc l'effet positif va l'emporter de G. Et donc, l'effet, on va dire, est freiné, alors qu'ici, il n'y a pas ce financement par T. Donc, l'effet positif de G de dépenses publiques n'est pas freiné par l'augmentation des impôts, et du coup, on a un déplacement beaucoup plus important. Donc, voilà. Donc ce que je dis ici, donc un déplacement parallèle de la droite IS vers la droite, mais comment il est? Il est plus important que dans le cas A. D'accord? Donc ici, on a le fait qu'on finance par création monétaire, donc il y a l'effet sur LM parce qu'on change l'offre de monnaie, et aussi IS va changer parce qu'il n'y a plus les impôts, donc on va financer les dépenses publiques financées par création monétaire et non pas par T. Donc seul G varie ici. Graphiquement, ça donne quoi? Donc, graphiquement, donc la situation initiale d'équilibre. La droite IS 0, donc 0 c'est la situation initiale. Et LM 0. Donc on a dit l'équilibre sur le marché de biens et services, l'équilibre sur le marché monétaire, Y, I, et donc l'équilibre, l'intersection des deux équilibres, on nous donne l'équilibre global qu'on a trouvé, donc 2020, et 6,11%. C'est l'équilibre. Après, il nous a dit, donc voilà, on va adopter l'État va adopter une politique de relance budgétaire.
en augmentant les dépenses, il nous demande l'effet. Donc on a vu l'effet avec les calculs, donc on va schématiser ça avec graphique. Donc une augmentation de dépenses publiques G de 100 en plus financées par les impôts, on a vu que ça entraîne un déplacement de IS vers la droite, et donc on aura un nouveau point d'équilibre, donc EA pour dire l'équilibre du point A, et avec des coordonnées 2068 et 6,33%. Donc vous recalculez, donc ça, pour trouver ça, donc la même chose qu'on a fait pour calculer ça, on le refait avec ça. Donc si je reprends le cas précédent, donc tout simplement, donc Lm, donc ça est égal à ça dans ce cas, et ici donc c'est IS qui est égal à Lm, donc ça est égal à ça, donc vous trouvez pareil I, après vous divisez Y, et ici donc c'est Lm, elle est là, pardon, IS elle est là, Lm est là, et donc ça est égal à ça, pour retrouver pareil le couple d'équilibre ici. Donc on aura un équilibre ici, et le premier de base 3 équilibres, et donc chaque fois vous les calculez avec IS égale à Lm, et vous retrouvez les taux. Donc je reprends, donc augmentation du taux d'intérêt et augmentation de Y. Donc ce qui est normal, l'État injecte, dépense plus, donc il injecte plus de revenus, ce qui fait que si Y augmente, donc la demande de monnaie par transaction augmente, parce que le monnaie de transaction dépend de Y. Et donc, si la demande de monnaie augmente, alors que l'offre reste constante, qu'est-ce qui se passe? Donc le taux d'intérêt augmente. Donc on a une augmentation de taux d'intérêt et bien sûr une augmentation aussi de dépenses par l'effet multiplicateur keynésien. Donc une dépense injectée dans l'économie crée plus de richesse, et dans notre cas on a vu qu'un euro injecté ou un euro dépensé par l'État crée 5 euros de revenus. Donc c'était 1 sur 1 moins petit c, et petit c est égal à 0,8, donc ça fait 1 sur 0,2, ça fait 5. Donc 1 euro de dépense publique génère 5 euros de revenus. Donc c'est l'effet multiplicateur. Et du coup, on se retrouve avec une augmentation de revenus. Ça, c'est pour A. Sauf que si on le compare avec la partie B, où on va dire donc, attendez, l'augmentation des dépenses ne va pas être financée par les impôts, mais par une création monétaire. Quand je dis création monétaire, une politique monétaire. C'est-à-dire on va combiner politique budgétaire et politique monétaire. Et si on combine les deux politiques, qu'est-ce qui se passe? On aura un nouveau point d'équilibre. Donc, en rouge, c'est la politique monétaire. Donc là, ici. Donc, on adopte une politique monétaire. L'augmentation de l'offre déplace la droite ou la courbe LM vers la droite. Et du coup, l'équilibre, on était là. Vous allez me dire qu'il va se déplacer là. Il ne va pas se déplacer ici. Il se déplace ici si on a gardé le même niveau d'impôt. Mais les impôts, on ne les a pas changés. Donc on n'a pas financé les dépenses de l'État par les impôts. Donc, IS, il va se déplacer, mais beaucoup plus important. Parce que je dis qu'on est passé de 3500 à 4050. Et donc, le déplacement de IS, il passe d'ici à ici. Donc, c'est le cas B. Et du coup, l'intersection avec LM nous donne le point d'équilibre 2356 et 6,78%. Donc, l'équilibre de base, initial, politique budgétaire, augmentation des dépenses financées par les impôts, il nous ramène à ce point d'équilibre EA, donc une augmentation de revenus. Si l'augmentation des dépenses est financée par c'est la politique budgétaire ou l'augmentation des dépenses publiques est financée par une politique monétaire, IS il se déplace mais beaucoup plus important. Et on se retrouve avec un point d'équilibre ici, beaucoup plus important que ça. Et donc, si on compare les deux, l'augmentation de revenus quand les dépenses publiques sont financées par
les impôts, politique de relance expansive financée par les impôts. Et quand cette politique budgétaire expansive financée par une politique par création monétaire ou accompagnée d'une politique monétaire, l'effet il est beaucoup plus important. Donc la création de richesse elle est beaucoup plus importante. On passe de Y0 à Y. Donc le plus important ou le plus efficace, c'est de combiner les deux politiques, politique budgétaire et politique monétaire. Politique budgétaire seule, on a un taux de croissance mais moins élevé. Et pareil, dans le cas où il y avait qu'une politique monétaire seule, on aura un taux de croissance mais moins élevé. Le plus efficace, c'est les deux en même temps. C'est ce que fait les pays maintenant. Donc on a toujours politique budgétaire accompagnée d'une politique monétaire pour que la politique économique soit le plus efficace possible. Donc, qu'est-ce qui explique ça? En fait, pourquoi au début, IS s'est déplacé qu'ici, que jusque-là, et non pas jusque-là? Tout simplement, ici, on a le phénomène qu'on appelle l'effet d'éviction. Donc, c'est une critique qui utilise les classiques, ou c'est une analyse qui utilise les classiques pour critiquer justement la politique de relance keynésienne qui est basée sur la relance budgétaire. Parce que pour les classiques, la politique budgétaire n'a pas d'effet, et il faut plutôt adopter une politique monétaire que une politique budgétaire. Donc, ici, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les dépenses publiques, mais il les a financées par les impôts. Donc les agents économiques, c'est des agents rationnels. Et ils vont voir que l'État a augmenté les dépenses. Forcément, ils anticipent une augmentation des impôts. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur réaction, c'est qu'ils vont consommer moins et épargner plus parce qu'ils anticipent une baisse de leurs revenus. Ou si, dans notre cas, il y a une baisse d'impôts, donc il y a forcément baisse de revenus, et baisse de pouvoir d'achat, et donc baisse de la consommation. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction, c'est-à-dire la baisse de la consommation et de l'investissement privé provoquée par une politique budgétaire ou provoquée par une augmentation de dépenses publiques. Ce qu'a fait l'État. L'État, quand il augmente les dépenses publiques, les agents les anticipent. Et donc, ils réduisent leur consommation et leurs investissements, soit ils anticipent, au cas où ils anticipent l'augmentation des impôts, ou si l'augmentation des impôts est accompagnée, comme dans ce cas ici, avec l'augmentation des dépenses, donc ça va réduire leur pouvoir d'achat, et donc ils vont consommer moins. Et pareil, les investisseurs vont investir moins parce que les impôts font partie des charges aussi d'investissement, des coûts d'investissement. Donc, je reviens sur le premier cas ici, pour distinguer les paramètres classiques keynésiens. La courbe LM se décompose de 3 phases. On a la première phase qui est la zone keynésienne. C'est le segment horizontal à l'axe des abscisses. Zone keynésienne. Premier extrême. Deuxième extrême, c'est la zone classique, c'est la zone où le segment perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et on a une zone oblique ou une zone intermédiaire. Pourquoi cette zone s'appelle zone classique? Cette zone s'appelle zone classique parce que dans cette zone, seule la politique budgétaire est efficace. Donc, forcément, ici, cette zone s'appelle zone classique parce que seule une politique monétaire est efficace. Zone intermédiaire, les deux politiques sont efficaces. Je reprends. Donc dans la zone keynésienne, imaginez que IS passe par un point ici. Donc si IS, c'est-à-dire IS, elle est là, ici, adopter une politique monétaire de relance, la politique monétaire de relance a un effet que sur LM, donc il va déplacer LM vers la droite, mais le point d'équilibre ne va pas changer, il sera toujours là. Donc une politique monétaire n'est pas efficace. La politique monétaire va faire déplacer LM, mais le point d'intersection il est là, rien ne va changer. Par contre, si on adopte une politique de relance budgétaire,
c'est maintenant IS qui va se déplacer vers la droite, et donc chaque fois il va se déplacer, et donc on crée plus de Y, plus de richesse, et donc la croissance, et donc la politique budgétaire est efficace. Donc quand on est dans cette phase, pour créer de la croissance, il faut déplacer IS vers la droite. Et qu'est-ce qui fait déplacer IS vers la droite? C'est une politique budgétaire. Pareil, à l'opposé, quand je suis ici, quand IS coupe LM dans la phase ou dans la zone classique. Donc ici, c'est pareil. Donc si j'adopte une politique budgétaire, de relance, imaginons que je coupe ici, politique budgétaire de relance va faire déplacer IS vers la droite. Il va le déplacer. Et donc on passe d'un point ici à un point, à un point, à un point, mais Y sera toujours le même. Tout simplement, ce qu'on va avoir, c'est une augmentation du taux d'intérêt. Parce que chaque fois quand on est ici, chaque fois quand l'État augmente ses dépenses, les revenus distribués augmentent, la demande de monnaie augmente, donc pour motif de transactions, et donc ça fait augmenter la demande de monnaie, et donc vu que l'offre de monnaie est constante, donc chaque fois, qu'est-ce qui va créer? Juste une augmentation du taux d'intérêt. Parce que chaque fois, on va couper, mais toujours le même segment, le segment il est perpendiculaire, donc on aura toujours Y, même Y. Donc IS n'est pas efficace. Alors que s'il coupe ici, donc si on adopte une politique monétaire, LM il va se déplacer vers la droite, et donc au lieu de couper ici, on va couper par exemple ici, et on va avoir une augmentation de Y. Donc ici, seule la politique monétaire est efficace, pour ça on l'appelle zone classique. Dans la zone mixte, les deux politiques sont efficaces. Et le plus efficace, ou le cas le plus efficace, c'est d'adopter les deux en même temps, c'est ce qu'on a vu dans ce que je vous ai expliqué graphiquement tout à l'heure. Donc ici, c'est pour ça qu'on est zone mixte, les deux politiques sont efficaces. D'accord? Et donc l'efficacité de la politique ou économique sera au niveau le plus élevé quand on adopte les deux politiques, politique monétaire et politique budgétaire. Et voilà, on arrive à la fin du premier exercice. Donc, on arrive à la fin du premier exercice. Et je vous dis donc à très bientôt pour le deuxième exercice, macroéconomie. Très bientôt.